c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette session où nous allons vous parler de l'AGC, l'Apollo Guidance Computer, donc l'ordinateur qui a permis à l'être humain de poser le pied sur la Lune. Donc très rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire, on va passer sur le titre et sur l'équipage. Donc Romain et moi, donc nous sommes deux tech développeurs passionnés par le spatial, et donc on avait envie de vous partager donc cette aventure. Et pour vous parler de l'Apollo Guidance Computer, il faut d'abord vous placer un peu dans le contexte de l'époque. Donc s'il y a bien un événement qui marque le début de l'aventure Apollo, c'est le discours de John Fitzgerald Kennedy, le 25 mai 1961 devant le Congrès américain. Durant ce discours, il va demander l'approbation d'un budget spécial pour un objectif national assez ambitieux, amener un homme à la surface de la Lune avant la fin de la décennie. Pour bien comprendre cette décision, il faut se rappeler qu'on est en pleine guerre froide, qu'il y a une grosse rivalité entre les États-Unis et les Soviétiques et qu'il y a déjà tout un passif sur les questions du spatial. Le 4 octobre 1957, Sputnik, lancé par les Soviétiques, il devient le premier satellite artificiel à orbiter autour de la Terre. Ça, pour les Américains, c'est un choc, parce que dans un contexte de tension nucléaire, ça signifie que les Soviétiques ont les capacités techniques de déployer d'armement sur le sol américain. C'est d'autant plus embêtant qu'à l'époque, les États-Unis n'ont même pas encore d'organisme capable de gérer un programme spatial de grande ampleur. Pour y remédier, il faut attendre la création de la NASA le 29 juillet 1958. 7 octobre 1959, nouveau coup d'éclat des Soviétiques, la sonde Luna 3 nous retourne la première image de la face cachée de la Lune. Et grand coup d'éclat, c'est le vol de Yuri Gagarin le 12 avril 1961, il devient le premier homme à aller dans l'espace. 3 semaines plus tard et 20 jours avant le speech de Kennedy, c'est au tour d'Alan Shepard de devenir le premier Américain à aller dans l'espace. Mais, là où Yuri Gagarin a fait une orbite complète autour de la Terre, Alan Shepard, lui, on lui a fait faire un vol suborbital. Comprenez, on l'a juste envoyé assez haut pour qu'il soit techniquement dans l'espace. Pour avoir un Américain en orbite, il va falloir attendre le vol de John Glenn le 20 février 1962. Donc je pense qu'à ce stade-là, vous l'aurez compris, sur les questions du spatial, les Américains, ils ont énormément de retard sur les Soviétiques. Et ils ont besoin de faire oublier ce retard pour s'affirmer comme une grande puissance. Et se fixer un objectif comme la Lune, eh ben en fait, c'est une super idée, parce que ça implique des efforts économiques, industriels, mais aussi des efforts de R&D ultra importants, et ça de la part des deux camps. Ça va permettre aux États-Unis d'effacer l'avance dont bénéficient alors les Soviétiques. En effet, et aussi il y a de grands défis à relever, et notamment des défis qui sont d'ordre technologique. L'objectif, c'est d'envoyer un homme marcher à la surface de la Lune avec un ordinateur qui ressemble à ça dans un laboratoire, et de pouvoir l'intégrer dans un module qui est suffisamment petit pour contenir 3 personnes. Donc ça, pour ça, c'est un véritable défi technologique, sur lequel on va revenir juste après. Donc concevoir un ordinateur qui va permettre à l'être humain d'aller sur la Lune. Et pour ça, on peut aussi noter que de très grands ingénieurs se sont emparés de la question, et notamment Charles Stack Draper, qui est considéré aujourd'hui comme le père de la navigation inertielle, donc la personne qui est à gauche, qui discute avec Wernher von Braun à droite, qui est autre que le créateur, le concepteur de la fusée Saturne V, donc qui permettra d'envoyer justement la sonde. Mais avant de rentrer un petit peu dans tous ces détails, on peut se dire, c'est quoi l'AGC ? Alors, AGC, on l'a déjà dit, hein, c'est l'acronyme pour Apollo Guidance Computer. Donc c'est l'ordinateur de bord qui va équiper tous les modules habités du programme Apollo. Alors pour comprendre pourquoi un ordinateur de bord, on va déjà faire un petit tour rapide de déroulé d'une mission. Donc ça commence avec la mise en orbite du train lunaire par la Saturne V, rapidement suivie par ce qu'on appelle une injection translunaire. Là, on a une période de transit de la Terre à la Lune qui dure 3 jours, ponctuée par des petites corrections de trajectoire, et on fait une insertion en orbite lunaire avec l'allumage du module de service. Là, 2 des 3 astronautes montent à bord du module lunaire, qui sépare du module de commande, et on va faire une descente propulsive jusqu'à la surface. Une fois la mission à surface terminée, le 2e étage du module lunaire redécolle, fait toute une série de manœuvres et va faire un rendez-vous orbital avec le module de commande. Une fois ce rendez-vous effectué, les astronautes remontent à bord du module de commande, le module lunaire est abandonné sur place, on rallume le moteur du module de service pour quitter l'orbite lunaire. Nouvelle période de transit, là encore 3 jours, là encore des petites corrections de trajectoire. Et la mission, elle se termine avec la séparation entre le module de commande et le module de service, la rentrée atmosphérique et l'amérissage. Donc là, déjà, une première chose à noter, il n'y a pas un, mais 2 modules habités. Il y a donc 2 AGC par mission.
L'autre point important à souligner, le schéma là, que vous avez à l'écran, il n'est absolument pas à l'échelle. Le système Terre-Lune, ça ressemble à ça. Vous avez 400 000 km qui séparent les deux objets, et ça demande une précision en termes de navigation qui est telle que c'est juste pas accessible pour un être humain. On a donc besoin d'un ordinateur. Donc tout naturellement, la première responsabilité de l'AGC, c'est de gérer la navigation. Et quand vous voulez naviguer, la première question à laquelle il faut savoir répondre, c'est comment je suis orienté, quelle est l'attitude du vaisseau. Donc sur Terre, on a des référentiels assez naturels, typiquement la gravité, qui vous permet de savoir assez intuitivement où se situe le bas et le haut. Ça, dans l'espace, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas facilement mesurable, et puis de toute manière, ce n'est même pas un bon référentiel, parce que ce n'est pas un référentiel absolu. Donc l'AGC, il embarque une base de données avec des étoiles de référence qui vont nous permettre d'avoir un premier référentiel. Et à partir de ce référentiel-là, on va pouvoir naviguer vers d'autres référentiels, comme notre position dans le système Terre-Lune. En tout, on a 5 référentiels distincts utilisés au cours d'une mission. La deuxième question, c'est où est-ce qu'on se situe? Donc l'AGC, il est accompagné d'une centrale inertielle qui va mesurer les changements d'attitude du vaisseau, les accélérations, et à partir de ça, on va être capable de déterminer notre position. Mais ça, c'est pas un système parfait, et vous avez des erreurs qui s'accumulent au cours de la mission, donc on va demander aux astronautes d'aller affiner la position. Donc pour ça, on utilise un système d'optique, et on va aller pointer vers nos étoiles de référence que j'évoquais juste avant, et on va faire des mesures d'angle entre plusieurs de ces étoiles et un point de repère, par exemple l'horizon de la Lune. Avec ça, on va obtenir un angle, et à partir de cet angle-là, on va être capable de calculer notre position. Donc là, je vous parle d'optique avec une précision très grande. On parle de 10 secondes d'arc. 10 secondes d'arc, c'est 1/6 d'un 60e de degré. C'est une méthode de navigation qu'on utilise aussi encore sur nos systèmes modernes, les satellites, les sondes, etc. Et enfin, pour la dernière question, quand on veut naviguer, c'est où est-ce qu'on se dirige? Donc, dans l'espace, tout objet est en chute libre et décrit une trajectoire dite balistique. Donc rester immobile dans l'espace, ça n'existe pas. Avoir une trajectoire linéaire dans l'espace, ça n'existe pas non plus. L'AGC, il intègre 2 méthodes de calcul distinctes pour calculer ces trajectoires. Et là, petite curiosité, une de ces méthodes de calcul, elle repose sur un simple cône, comme ça. Vous prenez votre cône et en fonction du plan que vous allez prendre dans ce cône, vous allez obtenir à peu près n'importe quelle trajectoire possible dans l'espace. La deuxième grande responsabilité de l'AGC, c'est le Digital Autopilot, le DAP. Le DAP, c'est un système de commande de vol électrique qui va permettre à un astronaute ou un programme de définir l'attitude qu'il souhaite obtenir de la part du vaisseau. Donc, pour orienter le vaisseau dans l'espace, on utilise ce qu'on appelle les Reaction Control Systems, les RCS. Donc là, vous avez à l'image le couple module de commande, module de service, et les RCS, c'est ces petits grappes de propulseurs que vous montre Olivier, qu'on voit sur les côtés du module de service. Donc le rôle du DAP, ça va être de déterminer quel propulseur allumer, quand, combien de temps, en tenant compte de la potentielle panne de certains d'entre eux et en tenant compte de la répartition de la masse du vaisseau. Petit rappel d'un principe simple de physique, vous avez un objet, vous exercez une force sur cet objet, si cette force elle passe par le centre de la masse, vous obtenez une translation. Si cette force est excentrée par rapport au centre de la masse, vous obtenez plutôt une rotation. Et le problème, c'est que la position des RCS elle est fixe. Par contre, les configurations du vaisseau et la répartition des masses, elles varient énormément au cours de la mission. Pour vous donner un ordre d'idée de la complexité du problème, le DAP, c'est à lui tout seul 10% de la code base de l'AGC. Troisième responsabilité, afficher de la donnée à l'équipage, aussi bien sur l'état des systèmes que sur des paramètres de vol. Et la dernière responsabilité, c'est la liaison avec le sol et la télémétrie. Donc on a déjà un ordinateur qui est capable de communiquer avec l'extérieur. Ça va permettre d'envoyer de la donnée au sol, pour permettre au contrôle de visualiser en quasi temps réel ce que l'ordinateur affiche à l'équipage et ce que l'équipage fait avec cet ordinateur, mais aussi aux ingénieurs pour analyser le bon état de santé des systèmes. Et à l'inverse, le contrôle va être capable d'uploader de la donnée à l'ordinateur pour, par exemple, programmer des tâches de housekeeping ou fournir des paramètres pour une correction de trajectoire. Voilà. Donc, depuis tout à l'heure, on vous parle d'ordinateur, mais en termes d'informatique, le hardware, c'est quoi? Voilà, on va rentrer un petit peu comment est conçu cet ordinateur. Donc, les caractéristiques de l'AGC, je vais vous les décrire très rapidement pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Donc, c'est une fréquence de 2 MHz. C'est une fréquence, il y a une horloge de 2 MHz qui bat la mesure et qui est divisée en 19 sous-horloges différentes. Et donc, qui vont permettre d'alimenter différents circuits qui auront besoin de ces divisions d'horloge. C'est un processeur qui est en complément à 1.
Donc ça veut dire que pour avoir l'opposé d'un nombre, il suffit d'inverser tous les bits. Ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Aujourd'hui, tous les processeurs travaillent en complément à 2. Donc c'est un choix de l'époque, puisque c'était les balbutiements d'informatique, et pour représenter les nombres négatifs, on le faisait en complément à 1. Une largeur de registre de 16 bits. On se dit, ouais, c'est quand même déjà pas mal performant pour l'époque. Mais sur les 16 bits, il n'y en a que 15 qui sont utilisés, et un bit qui est utilisé pour calculer la parité. Parce que comme ce sont des matériels qui, encore à l'époque, étaient peu fiable et que l'espace est un endroit qui est quand même un petit peu difficile pour l'électronique, il fallait avoir un moyen de pouvoir vérifier que les données qui étaient dans l'ordinateur étaient bien les bonnes. Donc il y avait un bit qui était réservé au calcul de parité. Une consommation globale de 55 watts. Une dimension de 60 cm par 32 par 17. Donc c'est une belle boîte, une boîte relativement compacte pour l'époque et qui pèse quand même 32 kg. Donc ça, on peut dire que c'est un petit ordinateur de poche pour l'époque, mais pour nous c'est plutôt un transportable. En termes de puissance, à quoi ça pourrait correspondre aujourd'hui? Donc si on se le représente par rapport à quelque chose qu'on connaît, par exemple un Nokia 3310, un Nokia 3310, c'est un processeur ARM V7 qui est déjà 32 bits qui bat la mesure à 13 MHz. Je ne vous parle même pas de la mémoire embarquée. Sinon, une calculatrice que j'ai dans mon sac là, la calculatrice Numworks, qui est aussi un ARM V7 32 bits qui bat la mesure à 216 MHz. Vous voyez que déjà, une calculatrice de nos jours est infiniment plus performante que l'ordinateur de l'époque. L'architecture, elle est globalement relativement simple. C'est-à-dire qu'on va retrouver des blocs qu'on retrouve très classiquement sur les ordinateurs d'aujourd'hui. Donc c'est une architecture relativement moderne, déjà pour l'époque, avec donc toute la partie de génération d'horloge, des systèmes de génération d'interruption, des systèmes de gestion de mémoire et de banque de mémoire, de la mémoire, ce qu'ils appellent à l'époque la mémoire fixe, donc la ROM, de la mémoire erasable, donc de la mémoire réinscriptible, ce qu'on appellerait aujourd'hui la RAM, et différentes unités, les unités arithmétiques et logiques, des systèmes d'entrée-sortie, des systèmes de timing de mémoire et de décodage d'instructions. Donc on retrouve globalement à peu près les mêmes blocs fonctionnels qu'on pourrait retrouver dans un processeur aujourd'hui, dans un ordinateur assez moderne. La différence, c'est que par rapport à un ordinateur moderne, tout a été construit avec des circuits logiques discrets, que des portes NOR, que des portes non OU. Et uniquement des circuits comme ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, un processeur intégré, tel qu'il existe aujourd'hui, ça n'existait pas. Il faut rappeler que le 4004 est arrivé dans les années 70 par Intel. Donc là, l'objectif, c'était de construire un ordinateur qui avait des portes logiques NOR. Pourquoi? Parce que ce sont des portes logiques universelles. Petit rappel en électronique, il y a deux types de portes logiques universelles, les NOR, les non-OU, et les NAND, les non-et. L'avantage des NOR, c'est qu'elles demandent pour faire une opération logique deux portes de moins, parce que les portes non-et ont tendance à inverser les signaux, donc il faut deux portes pour rétablir le signal dans le bon sens. Donc les NOR sont très utiles pour pouvoir faire ça. Et donc elles sont utilisées et implémentées de cette façon en électronique. Donc vous voyez, c'est des transistors et des résistances. C'est ce qu'on appelle la technologie résistor-transistor logique. Donc qui avait l'avantage d'être très simple, et un gros inconvénient, c'est de consommer beaucoup d'énergie. D'où les 55 watts de consommation de l'ordinateur. Et on les retrouve groupés comme ça sur le silicium, groupés par deux, systématiquement. Et groupés par deux, je vais vous expliquer juste après pourquoi. Alors rappelons que le transistor, petit aparté, le transistor a été inventé moins d'une quinzaine d'années auparavant. Le transistor, c'est 1947. Le premier transistor, c'est ça. Vous voyez déjà le niveau d'intégration en quelques années. Et donc pourquoi les portes sont regroupées par deux? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'une des unités de base du microprocesseur, c'est le latch, c'est-à-dire de pouvoir stocker l'état d'un bit. Donc un latch, c'est deux portes NOR qui permettent de créer une bascule sur laquelle on va pouvoir faire basculer l'état d'un bit, à 0 ou à 1. C'est une façon simple et élégante de pouvoir stocker l'état d'une information. Et ces bascules, vous en retrouvez partout. Vous en retrouvez dans le processeur, notamment dans le registre. Voici l'état d'un registre pour stocker un bit dans un registre, avec certains signaux de commande, et un certain nombre de bascules qui vont vous permettre de pouvoir contrôler la bascule et le stockage de cette valeur dans le registre. Aussi, vous allez pouvoir le retrouver à différents endroits, notamment l'ALU. L'ALU qui est l'arithmétique logique, et l'unité arithmétique et logique, pardon, donc qui va permettre de pouvoir effectuer des calculs, des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, des opérations logiques, etc. Donc cette unité arithmétique et logique, elle est super importante parce que c'est celle qui va permettre de pouvoir faire les opérations mathématiques dont Romain parlait tout à l'heure. Et cette unité arithmétique et logique, elle est implémentée sous cette forme-là, sous la forme de 4 cartes de cette manière. Et chaque morceau d'ALU implémente une ALU donc, de 4 bits. Donc il est capable de faire des calculs sur 4 bits à la fois. Il y a 4 modules, comme je le disais.
qui contient 2 cartes avec 60 chips, ce qui fait un total de 240 portes non OU pour pouvoir effectuer à peu près toutes les opérations logiques. Donc ça paraît peu aujourd'hui, mais pour l'époque, c'est déjà énorme. C'est un grand niveau d'intégration, si je puis dire. Donc, une fois qu'on a traité toute la partie calcul, la partie stockage des données, la manipulation des données, vous allez vous dire, mais aussi la mémoire. Comment on stocke la mémoire? La mémoire, on n'avait pas de la mémoire de la RAM dans le silicium qu'on a aujourd'hui. La mémoire a été représentée sous la forme de mémoire à tore de ferrite. Donc c'est-à-dire une matrice de fils de cuivre qui s'entrecroisent avec des petits tores à chaque croisement, donc des petits tores de ferrite qui permettent d'être magnétisés ou démagnétisés et donc qui permettent de stocker l'état d'un bit. Donc ça c'est un stockage matriciel, tout bête, et donc par contre qui est assez encombrant, vous imaginez bien. Donc alors c'est des petits tores qui mesurent quelques millimètres, hein, mais c'est relativement encombrant et relativement lourd. Cette mémoire vive, elle a l'avantage d'être relativement efficace, relativement simple à mettre en œuvre si je puis dire, et elle a des temps d'accès qui avoisinent le microseconde. Donc on a 1/1000e de seconde pour pouvoir accéder à la donnée, pour pouvoir adresser le tore de ferrite que l'on souhaite et récupérer ou écrire dedans. De la même manière, il y a une mémoire morte. Alors la mémoire vive, c'est 2048 mots de 15 bits plus 1 bit de parité. Donc ça fait globalement 4 kilooctets de mémoire. Donc toute la mission de l'AGC doit tenir de chaque module doit tenir dans les 4 kilooctets de mémoire. Ça demande un petit peu d'optimisation. Donc ça fait, et globalement, dans chaque module mémoire, vous avez 32 768 ors, donc pour 2048 mots. Donc ça pèse aussi un petit peu son poids. Voici la vue éclatée, un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc il y a des ponts de diode, à l'intérieur vous avez les tores de ferrite, quelques piles pour pouvoir brancher ça dans l'ordinateur. Voilà. Et donc j'arrive à la mémoire morte, la mémoire de programme, puisqu'on n'avait pas de disquette, on n'avait pas de clé USB, on n'avait pas ce genre de choses, donc il fallait bien stocker le programme dans quelque chose qui puisse garder la mémoire de programme. Et donc ils ont inventé la Core Rope Memory, basée sur à peu près le même principe. Donc ce sont des petits tores de ferrite qui sont prémagnétisés et sur lesquels on fait passer des fils qui vont tantôt, selon comme ils sont passés, donner un 1, tantôt un 0. Donc c'est une mémoire qui contient 36 864 mots de 15 bits plus 1 bit de parité, toujours, et donc 72 kilooctets de mémoire de programme. Donc l'ensemble des programmes devaient tourner dans les 72 kilooctets et tenir dans les 4 kilooctets de mémoire vive que je vous ai évoqué tout à l'heure. Alors, si je vous montre comment... Donc ça, c'était les parties prototypes en laboratoire, et voici la partie intégrée dans l'AGC. Alors pourquoi on appelle ça Core Rope Memory? Parce que cette mémoire, ça c'est le truc un petit peu what the fuck de la conception de l'AGC, c'est qu'elle était... on utilise donc des fils qui peuvent passer donc dans des tores, soit à côté, soit dedans, et chaque tore pouvait être réutilisé jusqu'à 24 fois pour économiser de l'espace. Donc qui permettait de pouvoir optimiser le nombre de tores, donc gagner en poids et gagner en efficacité. Et donc littéralement, cette mémoire, elle était tricotée par des opérateurs, et des opératrices surtout, donc sur des bancs tels que celui-ci. Et je vais vous montrer un petit peu la vidéo de comment ça marchait en vrai. Vous aviez 2 opératrices qui se faisaient face à face, avec un plan de comment elles devaient tricoter la mémoire morte. Voilà. Imaginez les problèmes de conception que ça pouvait engendrer. Donc ça voulait dire qu'à l'époque, la conception d'un programme devait être prête 10 mois avant le lancement de la mission. La fabrication prenait entre 3 et 4 mois, test inclus. Donc ce qui voulait dire que les changements de dernière minute, ou quand on détectait un bug de dernière minute, on essayait d'abord de trouver des contournements avant de devoir renvoyer en fabrication la mémoire. Voilà. Et donc la dernière responsabilité de l'AGC, on en a parlé tout à l'heure, c'est de gérer les entrées-sorties. Parce que l'ordinateur, il doit communiquer avec l'extérieur. Comme aujourd'hui, vous avez des Arduino, des Raspberry Pi, vous avez des GPIO, si je puis dire, donc qui vous permettent de communiquer avec le monde extérieur. La centrale inertielle, le panneau de commande, sur lequel on va revenir tout à l'heure, la télémétrie, etc. etc. Voilà. Et donc, ce qui amène à expliquer, finalement, maintenant qu'on vous a parlé du hardware, comment fonctionne le système. Et là, je pense que la plupart d'entre vous avez déjà vu cette photographie, Margaret Hamilton, avec la code base de l'AGC. Donc elle a été responsable du Draper Laboratory au MIT à partir de 1970. C'est ce laboratoire qui a développé l'AGC et la centrale inertielle. Le fruit de leurs travaux, c'est un ordinateur monothreadé multiprocess. Alors pourquoi multiprocess? La même raison que les ordinateurs modernes. On prend un gros problème bien complexe, on le découpe en un ensemble de problèmes plus petits, donc plus faciles à appréhender, à développer, à tester. À l'époque, on a 2 grandes stratégies pour gérer multiprocess. Le coopérative multiprogramming, où les
processus sont capables d'eux-mêmes de rendre la main, et le préemptive multiprogramming, où les processus vont se voir être interrompus au bout d'un certain nombre de cycles CPU. Dans le cas de la GC, on a un mix de ces deux stratégies. Alors, pour gérer ces processus, on n'a pas d'OS à proprement parler sur la GC. À la place, on a un truc qui s'appelle l'exécuteur, et le cœur de l'exécuteur, c'est 3 tables à des adresses fixes et des tailles fixes dans la mémoire vive. La première, la plus importante, c'est le core 7, qui contient 6 emplacements de 12 mots dans le cas du module de commande et 7 emplacements de 12 mots dans le cas du module lunaire. Et à chaque emplacement, en fait, vous allez trouver un processus en cours d'exécution avec son état et des métadonnées, comme par exemple sa priorité. Deuxième table, Vector Accumulator, le VAC, c'est 5 emplacements de 44 mots et lui permet de stocker l'état des processus exécutés dans l'interpréteur. Je vais revenir un petit peu plus tard sur ce qu'est l'interpréteur. Et enfin, on a la waitlist qui permet de stocker des processus programmés pour être exécutés dans un futur proche. On va notamment retrouver dans les informations le temps restant avant le début de l'exécution. Et pour administrer toutes ces tables, on a tout un ensemble de logiques et de routines qui sont appelables sur simple instruction CPU. Donc la notion de temps, elle est assez importante. Olivier l'a montré sur l'architecture du CPU. On a une unité qui nous permet une horloge qui nous permet d'alimenter des timers. Donc, par exemple, on trouve le timer 3 qui permet à l'exécuteur de démarrer les processus inscrits dans la waitlist, ou encore, autre exemple, le timer 4 qui lance des routines de vérification des systèmes hardware à raison de 8 fois par seconde. Donc à chaque fois qu'on change de processus en cours d'exécution, on a toute une logique de context switch. Donc on va décharger l'état du processus en cours d'exécution, on va déterminer quel est le nouveau processus à exécuter, on va charger son état, ça prend du temps. Donc ça, on va éviter de le faire trop souvent. Et là, je suis obligé de vous faire une petite aparté pour vous parler des compteurs. On a certains systèmes hardware qui accompagnent la GC qui ne servent qu'à une seule chose, c'est alimenter des compteurs. Le problème de ce genre de système, c'est qu'il génère potentiellement énormément d'IO. Exemple tout bête, la centrale inertielle, elle a 3 gyroscopes qui ont tous une précision de 39 secondes d'arc. Avec une telle précision, si vous avez votre vaisseau qui prend un mouvement de rotation de ne serait-ce quelques degrés par seconde, vous avez rapidement plusieurs centaines, voire plus d'1 millier de signaux I/O. Si vous spawnez un processus à chaque fois pour incrémenter ou décrémenter le compteur, vous allez avoir un problème. Donc la solution qu'ont trouvé les ingénieurs, c'est ce qu'ils ont appelé le cycle stealing. Donc ces systèmes hardware, ils sont connectés à la GC par le biais de devices qu'on appelle des coupling data units, des CDU. Et la responsabilité de ces devices, ça va être de recevoir le signal du hardware et d'aller inscrire ce qu'ils appelaient un pulse, une pulsation dans des registres dédiés du CPU. Et quand le CPU il détecte la présence d'une de ces pulsations, il va aller voler son prochain cycle, d'où le nom cycle stealing, au processus en cours d'exécution, et à la place, ce cycle CPU il va s'en servir pour aller incrémenter ou décrémenter le compteur associé au registre. Fin de la parenthèse, je finis avec l'exécuteur. Sa dernière grosse responsabilité, c'est tout ce qui est gestion des erreurs. Donc là, on a 3 scénarios possibles. Soit le processus n'est pas critique, tant pis, on le laisse échouer, c'est pas grave. Soit on a ce qu'on appelle la logique de software restart, où là, on va plutôt chercher à redémarrer les processus. Donc dans ce cas-là, on a toute une routine, on va aller nettoyer nos 3 tables, le core 7, le VAC, la waitlist, et ensuite on va aller respawner un par un nos processus. Et si cette logique échoue, alors là on tombe dans le fresh start, où on va juste se contenter de nettoyer les tables et de tomber l'ordinateur dans un état idle. Ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter de faire, parce que pour remettre l'ordinateur en état de marche, ça demande de la manipulation de la part des astronautes, et vous en doutez, il y a certaines phases de vol où on ne peut juste pas se le permettre. Dans le cas de software restart, on a encore 2 cas de figure. Soit on a un processus qui est assez peu coûteux en temps de calcul, auquel cas on le réexécute dans sa totalité, soit on essaye de le redémarrer dans un état intermédiaire connu. Donc là, on a 2 logiques. On a la logique de redémarrage de ces processus qui est stockée dans 2 tables dans la mémoire morte, la group et la restart table. Et on trouve en mémoire vive, la fast table qui, elle, permet de stocker les paramètres pour alimenter ces logiques de redémarrage. La fast table, elle a une autre responsabilité assez importante. Elle contient un registre qu'on appelle le mode register, qui permet de stocker le major mode en cours d'exécution. Vous aurez des exemples assez concrets tout à l'heure, mais pour faire très simple, le major mode, ça correspond à un processus long spécifique à une phase de la mission. Alors, tout ce dont je viens de vous parler jusqu'à présent, c'est codé en assembleur. Ce que les ingénieurs d'époque, ils appelaient le BASIC. Ça n'a rien à voir avec le langage du même nom. Le problème de ce BASIC, c'est qu'il a un certain nombre de limitations. Il n'est pas adapté pour développer certains programmes, comme par exemple les programmes de navigation. Du coup, on trouve dans la GC ce qu'on appelle l'interpréteur. Et l'interpréteur, c'est une architecture CPU logicielle
une VM avant l'heure en soi, qui apporte tout un tas de capacités supplémentaires. Donc avec ça, vous allez avoir une double ou triple précision, les vecteurs, des matrices, et aussi des fonctions arithmétiques, trigonométriques. Bien entendu, qui dit surcouche, dit aussi surcoût en termes de temps de calcul. Par exemple, certaines fonctions trigonométriques qui prenaient 9 millisecondes d'exécution. Donc on va éviter de le faire trop souvent. Et pour accompagner l'interpréteur, on a l'interprétive. C'est le langage de haut niveau qui l'accompagne. Là, vous en avez un exemple à l'écran, c'est plus un assembleur amélioré. Et là, par exemple, vous avez des exemples de fonctions arithmétiques. Donc SQRT, la racine carrée, DSU qui fait la soustraction, DDV la division. Et cet interprétive, il a une propriété assez intéressante, il s'écrit sous forme d'expression. Et une expression, vous pouvez la parcourir sous la forme d'un arbre binaire. Et pour stocker et récupérer tous vos états intermédiaires, quand vous parcourez votre arbre binaire, une simple pile suffit. Donc on a une gestion de la mémoire qui est extrêmement simple. Et donc maintenant on en vient à parler un petit peu du software. C'est-à-dire, Romain vous a expliqué la partie système, mais comment on interagit finalement avec l'AGC. Il faut une interface utilisateur, et cette interface utilisateur, comme aujourd'hui vous avez votre téléphone sur lequel vous faites des swipes ou votre interface web, aujourd'hui ce qu'ils avaient à disposition c'est ce qu'on appelle le DISKY, le Display on Keyboard, donc qui ressemble à ça. Donc ça c'était l'interface utilisateur des astronautes, donc, qui avait cette responsabilité immense de pouvoir dialoguer avec les astronautes. Les astronautes pouvaient rentrer un certain nombre de commandes dedans et donc de pouvoir effectuer des changements sur la phase de vol de la mission ou entrer des commandes particulières qui pouvaient être demandées par Capcom. Globalement, l'interface utilisateur elle est relativement simple, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des parties d'affichage ici, donc qui permettent d'aller afficher un certain nombre de données qui peuvent changer en fonction de ce que demandent les astronautes. Et vous avez un certain nombre d'indicateurs ici qui vont vous permettre de dire dans quel mode est l'ordinateur, est-ce qu'il y a un problème ou pas un problème, et un clavier très simple. Donc vous voyez un clavier avec quelques touches, verbe, nom, des numéros, plus, moins, entrée et reset. Voilà. Avec ça, on était capable de tout faire. Donc ce panneau, ce DISKY, où est-ce qu'on va le retrouver? Alors, comme on le disait, il y a 2 ordinateurs par mission, donc on pourrait se dire qu'il y a 2 DISKY. En fait, il y en a 3. Il y a un module où il y a 2 DISKY. Et ça, c'est pour des raisons évidentes d'accessibilité dans un des modules. Mais le DISKY, vous allez le retrouver ici. Voilà. Au centre de tout ce panneau de commande qui est plein de boutons. Mais c'est un des seuls, globalement, qui permet d'interagir réellement avec la machine. Donc, en termes d'interaction avec la machine, il a fallu donc trouver un langage pour pouvoir dialoguer avec elle. Et donc, on a inventé ce système de programmes, de verbes et de noms, donc qui permettent d'interagir avec la machine. Et spoiler alert, c'est quelque chose qui est toujours relativement utilisé aujourd'hui dans l'aéronautique, puisque aujourd'hui ce qui est utilisé dans l'aéronautique, ça a été modernisé, mais c'est basé sur exactement les mêmes concepts. Les avions de ligne, les avions de chasse, que ce soit même les fusées, etc., fonctionnent toujours sur le même principe. Donc ça va permettre, on va pouvoir dialoguer avec cet ordinateur par le biais d'un langage sous la forme très simple, donc assez mémotechnique, en disant je veux faire effectuer une action à l'ordinateur. Donc je vais taper sur verbe, le numéro du verbe, parce que le verbe on ne va pas le rentrer en toutes lettres, chaque verbe dispose d'un numéro, et d'appuyer sur entrée. Mais on pourrait se dire je cherche à faire effectuer une action sur quelque chose en particulier par l'ordinateur. Donc on a le complémentaire, le verbe, le numéro du verbe, sur quoi on va l'appliquer, avec le nom, et le digit qui correspond au nom, et entrée. Avec ça, on est capable de tout faire. Donc voici à peu près la liste des différents programmes. Donc ça, Romain vous en a parlé tout à l'heure, les programmes c'est ce qu'on va appeler le major mode, la plupart du temps, donc ce qui correspond à un temps long de la phase de la mission. On va dire par exemple le système idle, qui est juste avant le pré-lancement de la fusée. Il y a l'injection en orbite lunaire, il y a la partie, on a à l'Uni, sur la Lune. Donc on va rentrer dans un programme, ce qui va permettre, donc, le programme qui a été stocké en mémoire morte, c'est entre guillemets une sorte de machine à état avec des sous-programmes, donc qui vont permettre, grâce à ça, de pouvoir passer d'un programme à l'autre. Sachant que on ne peut pas passer de n'importe quel programme à n'importe quel autre programme, pour éviter de faire des bêtises. Il y a certains programmes où on peut passer directement à une phase de vol ultérieure, et il y a d'autres programmes où c'est strictement interdit de violer la condition. On va y revenir juste après. Donc pour interagir avec la machine, comme je le disais, donc il y a une liste de verbes, une liste de noms. Donc évidemment, la plupart des astronautes, ils les avaient à peu près tous en mémoire, mais ils avaient quand même cette feuille de triche qui était collée dans la cabine pour l'avoir à tout moment sous les yeux. Sachant que pour toutes les phases de vol pour lesquelles ils étaient entraînés, donc les phases nominales, normalement ils avaient
toutes ces choses-là directement en tête, sachant qu'il y a des choses, je vais vous donner des exemples très concrets, par exemple de tester le Disky. Le Disky, toutes les lupiotes, c'est pas du LCD, c'est pas des LED, ce sont des lampes à filament, donc ça veut dire qu'elles peuvent tomber en panne. Donc de temps en temps, on va dire, je vais faire un test des lampes. Je tape sur Verbe 3.5, qui dit test lampe, entrée. Et là, toutes les lampes vont s'allumer pendant quelques secondes. Ça va permettre de valider qu'il n'y a pas de défaut d'affichage. Ou par exemple, de regarder quel est le temps courant depuis le début de la mission. Le T0 de la mission, c'est le début du lancement, et donc de regarder quel est le temps courant de la mission pour voir s'ils sont en avance, en retard, faire des checks. Donc on va taper sur Verbe 1.6, non, 3.6, entrée. Donc ça veut dire, Verbe 1.6, ça veut dire monitorer une valeur en décimale dans la mémoire de l'AGC. 3.6, c'est le temps courant écoulé depuis le début de la mission. Et les programmes, donc je vous en parlais, voici la liste de tous les programmes, enfin d'une partie des programmes. Donc les programmes, donc, on a le idle avant le lancement, les tests système, les rendez-vous de navigation, etc., etc. Donc ça, vous avez un certain nombre de programmes, et comme je le disais, ces programmes, voici d'autres, ces programmes, donc les astronautes devaient les rentrer dans l'ordinateur à certaines phases de vol, parfois après des corrections de navigation, pour pouvoir donc progresser dans la mission. Et donc simplement, ils devaient rentrer, faire verbe 3.7, pour dire programme select, le numéro de programme et entrer. Un exemple, par exemple, entrer dans le mode idle avant le lancement, c'est-à-dire la fusée est en attente et on lance l'AGC, c'est verbe 3.7, entrée 0.0. On passe en mode idle, on est en pré-lancement. Quand on est à l'Uni, verbe 3.7, entrée 68, ça veut dire super, on a à l'Uni, on est arrivé sur notre objectif. Un des rôles de l'AGC aussi, et donc de la partie affichage et du Disky, c'est aussi d'afficher les surcharges de travail. Parce qu'évidemment, comme on l'expliquait tout à l'heure Romain, il y a du multitâche, il y a des tâches qui sont prioritaires, d'autres qui ne le sont pas, et parfois l'ordinateur peut être surchargé. Donc il y a la capacité d'afficher cette surcharge de travail par le fameux bouton Master Alarm, qui, comme son nom indique, n'était pas très bon quand il arrive. Et en plus de ce bouton qui s'allume, vous avez un signal sonore, qui oscille entre 750 Hz et 2 kHz à raison de toutes les 2 secondes et demie, comme ça. Donc imaginez le stress. Mais ça permet d'indiquer aux astronautes qui sont dans une situation critique, et donc ils ont cette capacité de pouvoir, à l'aide de ce schéma, acquitter la master alarm, c'est-à-dire acquitter le signal sonore, donc de garder le bouton allumé et de garder le voyant allumé tant qu'il y a l'alarme. Et si l'alarme elle se résout d'elle-même, ça s'éteint. Et ensuite de pouvoir acquitter l'alarme s'ils font une opération directement avec le Disky en disant bah, on a corrigé quelque chose en mémoire ou on a changé de programme. Et donc cette notion de master alarm, elle a déjà servi. Il y a eu quelques incidents notables. Effectivement. Là, je vais vous raconter 2 incidents notables qui ont lieu au cours des missions et qui ont impliqué l'AGC. Le premier de ces incidents, je pense qu'il est le plus connu des deux d'ailleurs, je pense, il a eu lieu au cours de la mission Apollo 11. On est dans le module lunaire, pleine phase de descente, 33 000 pieds au-dessus de la surface, grosso modo l'altitude à laquelle vole un avion digne, quand soudain le fameux Master Alarm, programme alarme 1202. Donc déjà avec ce code-là, vous êtes bien avancé. L'alunissage, c'est la phase de la mission qui représente la plus grosse charge de travail pour l'AGC. En plus de toutes les petites tâches de fond, on a la navigation, la propulsion, l'attitude du vaisseau et beaucoup d'IO de la part de la centrale inertielle et de la radiosonde. En plus de ces systèmes-là, on a un autre système qui est mis sous tension par les astronautes dans un état idle, prêt à l'usage, c'est le radar de rendez-vous, pour rejoindre le module de commande rapidement en cas d'abandon de l'alunissage. Si le radar de rendez-vous il est dans un état idle, ce n'est pas le cas du CDU qui l'accompagne. Et ce qui s'est passé dans le cas d'Apollo 11, c'est un problème de déphasage électrique entre ce CDU et l'AGC. La conséquence, c'est un envoi de pulse de manière intempestive à l'ordinateur. Là, je vous parle de 15% de la charge CPU à faire du cycle sting parasite. Et qui dit cycle sting dit donc des cycles CPU en moins pour les processus en cours d'exécution. Qui dit des cycles CPU en moins dit des processus plus longs à s'exécuter dans le temps. En tout cas, plus longs que ce qui avait été prévu par les ingénieurs. Et à partir de là, en fait, c'est une simple question de temps avant que l'AGC n'essaye de spawner un nouveau processus alors qu'il n'a plus de place, soit dans son VAC, soit dans le corset. Et là, on a une executive overflow, programme alarme. Donc ce type d'alarme, il va avoir lieu en tout 5 fois au cours de la descente. 4 1202 qui correspondent à un corset plein et une 1201 pour le VAC plein. À chaque fois, là, toute la logique de software restart dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle va fonctionner correctement et l'ordinateur il va savoir reprendre son travail sans encombre majeur.
Ça a quand même été une bonne source de stress pour les astronautes. Surtout que sur un des redémarrages, ils ont perdu l'affichage du disque pendant une dizaine de secondes, alors que celui-ci, il devait leur donner des données sur leurs paramètres de vol qui étaient quand même assez critiques. Le second incident, il a eu lieu au cours de la mission Apollo 14. On est encore dans le module lunaire, mais cette fois-ci, on est encore en orbite. Les astronautes ils sont en train de préparer le vaisseau quand Houston revient vers eux avec une problématique. Ils ont analysé la télémétrie, il y a un bit en mémoire CT, et ce bit ne devrait pas l'être. Il correspond à l'appui du bouton de l'arrêt d'urgence de l'alunissage. Bien entendu, les astronautes ils n'ont pas appuyé sur ce bouton. Et après quelques vérifications, on constate que la GC est saine, le problème il vient du bouton en lui-même. Donc, c'est pas exactement ce qu'il y a eu. Très probablement, on pense à un débris de soudure qui flottait à l'intérieur du bouton et qui crée des contacts intermittents. Ça, bien entendu, si ça arrive pendant la descente, la mission est un échec. Donc on ne veut pas. Je pense que vous l'aurez compris déjà, l'action de ce bouton, il n'est pas actionnable à n'importe quel moment de la mission. Par défaut, il est inhibé par un simple bit en mémoire. Et ce bit, il est modifié à un moment très précis de la mission, que les ingénieurs, et là, no joke, ils l'ont baptisé Burn Baby. C'est le démarrage du moteur du module lunaire. Donc bien entendu, le code qui modifie l'état de ce bit, il n'est pas modifiable. Je vous rappelle qu'il est littéralement tracé dans la mémoire. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut aller modifier a posteriori l'état du bit par le biais du disque. Donc on a déjà partiellement résolu notre problème. On a un bouton qui devient actif, on est capable de l'inhiber de nouveau. Maintenant, le problème qu'on a, c'est se protéger sur cette fenêtre de temps entre le démarrage du moteur et le moment où on désactive le bouton. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le bouton est appuyé, l'AGC fait deux vérifications. Est-ce que le bouton est actionnable? Donc c'est le fameux bit qui permet d'inhiber le bouton. Et la deuxième vérification, c'est est-ce qu'on est déjà en train de gérer un retour en orbite? Si on est déjà en train de gérer un retour en orbite, on n'a plus rien à faire, c'est parfait. Pour faire cette vérification, l'AGC il va aller lire le major mode inscrit dans le mode register, dont on parlait tout à l'heure. Et à partir du chiffre qu'il va en obtenir, il va savoir si oui ou non on est en train de gérer ce retour en orbite. Donc tout le but du jeu, la solution de contournement, en fait, elle va reposer sur un petit détail. Le major mode inscrit dans ce registre, c'est juste un flag, en fait. Donc il n'est pas nécessairement corrélé au major mode réellement en cours d'exécution. Donc on va se faire croire à l'AGC qu'il est déjà en train de gérer un retour en orbite. Du coup, le hack, c'est le suivant. Les astronautes ils vont démarrer le programme, le premier programme responsable de l'alunissage, en l'occurrence le major mode 63. Et dans la foulée, on va leur demander d'aller inscrire une autre valeur dans le mode register, 71. 15 minutes plus tard, Burn Baby, le moteur démarre, le bit est modifié, les astronautes peuvent aller de nouveau modifier le bit, et enfin, très important, on vient réinscrire major mode 63 dans le mode register pour le bon déroulé de la suite de l'alunissage. Donc à ce moment-là, le bouton il n'est plus actionnable. Mais si les astronautes veulent quand même abandonner l'alunissage, Olivier vous a déjà donné la commande, il suffisait de démarrer le programme 71 par le biais du disque. Donc verbe 37, entrée, 71, entrée. Voilà. Et donc on voit qu'effectivement, là on est sur quelque chose quand même de relativement moderne, puisqu'on était capable de mentir à la chaîne, de faire des hacks, et donc de voir un petit peu comment on pouvait gérer des problématiques en vol. Mais tout ça, en fait, ça nous sert toujours aujourd'hui. J'aimerais un petit peu vous parler de l'héritage du programme Apollo. Parce que Apollo a été un programme qui est quand même un immense succès, et qui nous a amené énormément de choses. À quoi ça nous sert aujourd'hui, en vrai? Ça nous sert dans beaucoup de domaines. Des domaines comme la microélectronique, les télécommunications. Je rappelle que les télécommunications, tout à l'heure, Romain en parlait à l'instant, c'est-à-dire qu'ils ont pu faire un snapshot de la mémoire à 400 000 km, quasiment, et de l'analyser sur Terre, et ensuite ils pouvaient faire aussi certaines opérations inverses. Donc on voit qu'en termes de télécommunications, c'était déjà relativement moderne. Donc en informatique, en aéronautique, j'en parlais tout à l'heure, l'aérospatiale, l'automobile, etc., etc. En termes de découverte et d'évolution technologique, en fait, ça a été vraiment l'utilisation massive de circuits intégrés. Je disais tout à l'heure, l'utilisation de portes Nord qui ensuite ont permis d'implémenter les premières briques d'informatique embarquée. C'est vraiment un des premiers ordinateurs qui implémente de l'informatique embarquée réellement, donc qui doit mener à bien une mission et protéger les êtres humains qui sont dans cette mission. De travailler sur la programmation en temps réel. Donc ça, c'est aussi les premiers cas d'usage de l'informatique et de la programmation en temps réel.
Mais aussi, et ça c'est plutôt pas l'héritage de l'AGC, mais l'héritage du programme Apollo en tant que tel, et on a toujours tendance à oublier des innovations majeures, telles que la nourriture lyophilisée, qui a été inventée pour l'occasion, mais aussi quelque chose que beaucoup d'entre vous utilisez, c'est les couches pour bébés. Voilà. Les astronautes ne pouvaient pas aller aux toilettes assez facilement, donc les couches pour bébés modernes, telles qu'on les connaît aujourd'hui, ont été inventées à cette occasion. Pour être un peu plus sérieux, en termes d'ingénierie matérielle, ça a eu quand même des conséquences, des avancées assez conséquentes. Les procédés de fabrication des circuits électroniques ont fait un bond spectaculaire en moins d'une décennie. Je rappelle, invention du transistor en 1947, je vous ai montré la photo, on s'est retrouvé quelques années plus tard avec des circuits intégrés contenant plusieurs portes Nord, et à la fin de la décennie, on se retrouvait avec des circuits encore plus intégrés. Donc avec du durcissement en radiation, je rappelle que l'espace est quand même un environnement assez difficile. L'augmentation de l'échelle d'intégration, on est passé d'une intégration à l'échelle très petite à une moyenne intégration, à une intégration très très forte des transistors. Aujourd'hui, par exemple, Apple a annoncé son processeur M3 très récemment, c'est plusieurs milliards de transistors. Donc on se rend compte que là, on est à peu près sur ce même genre de bond technologique. C'est-à-dire en quelques années, on est passé d'une échelle d'intégration très petite à une échelle très forte. Et aussi en termes d'ingénierie logicielle. C'est-à-dire que là, avant, l'ingénierie logicielle était très corrélée au domaine des mathématiques. L'informatique, c'était quelque chose qui était souvent relégué à des informaticiens ou des scientifiques. Et là, c'est devenu une branche réellement distincte de l'ingénierie. Et donc, on a commencé à avoir, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, des techniques modernes, comme un processeur virtuel, une machine virtuelle, des tests, et des tests unitaires, des tests sur banc, de l'architecture logicielle. Donc, toutes ces choses ont commencé réellement à prendre vraiment corps à cette époque. Et donc, c'est, comme je disais, un domaine bien distinct, une approche très rigoureuse du développement, et surtout une approche très très orientée robustesse et résilience. Ça, c'est important, et les abstractions, j'en ai parlé, instrumentation du code. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment l'héritage que nous avons aujourd'hui. Si nous sommes là aujourd'hui pour en parler, c'est qu'une grosse partie de tout ça vient aussi de ce programme. Et donc, on va arriver un petit peu à la conclusion, parce qu'il faut bien conclure. Ah ouais, on conclut ça comment? Donc là, vous l'aurez compris, hein, Apollo, le programme, ça a avant tout été la croisée d'un contexte à la fois historique et technologique très propice. L'informatique, ça a clairement joué un rôle clé dans le succès de ce programme. D'un point de vue technologique, les briques nécessaires à un ordinateur comme l'AGC, elles venaient tout juste d'être débloquées. Et à vrai dire, un tel projet, 10 ans plus tôt, il est peu probable que ça ait été possible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au moment où Kennedy il prononce son discours, Alan Shepard il vient tout juste d'accéder à l'espace grâce au travail des calculatrices. Les calculatrices, c'était une armée de personnes, très souvent des femmes, qui réalisaient l'ensemble des calculs nécessaires à la NASA à la main. Moins de 10 ans plus tard, on a un ordinateur qui est assez compact pour tenir dans un module habité, et à la fin du programme Apollo, l'AGC, c'est déjà une technologie qui est obsolète. Donc, vous l'aurez compris, hein, les ingénieurs qui ont travaillé sur l'AGC, aussi bien sur l'ordinateur en lui-même que sur toute la chaîne de production des composés en amont, ça a été les pionnières et les pionniers sur tout un tas de problématiques. Et les solutions qu'ils ont apportées, elles ont bénéficié à l'ensemble de l'industrie. Donc le programme Apollo, ne le voyez pas comme une étape obligatoire vers l'informatique moderne, mais en tout cas, ça a été un formidable accélérateur pour le développement de la production d'électronique et pour notre informatique. Donc si parfois vous posez la question à quoi ça sert de financer ce type de programme, gardez à l'esprit quand même que ça demande énormément de R&D et que le résultat, le fruit de cette R&D, parfois, souvent même d'ailleurs, on trouve après des applications extrêmement concrètes dans notre quotidien, même si on n'est pas capable de faire le lien avec la source. Voilà. Et en effet, si ce programme n'avait pas eu lieu, toutes les technologies dont on parle et qui sont là aujourd'hui, elles seraient quand même arrivées, mais plus tard. Ça a été réellement un formidable coup de boost technologique pour l'époque. Et donc, pour réaliser ce talk, là aujourd'hui on a gratté un petit peu la couche, le vernis du sujet, parce que c'est un sujet qui est extrêmement dense, on voudrait un peu vous partager très rapidement les références sur lesquelles on s'est appuyé, notamment ce formidable livre qui est The Apollo Guidance Computer, qui est très très dense, mais ultra complet, qui aborde les problématiques de mécanique de vol spatial, d'électronique, d'intégration, de tout ça. Sunburst and Luminary, je te laisse présenter ce livre. Ouais, c'est le mémoire d'un monsieur qui s'appelle Don Hiles, qui était développeur à l'époque et qui a développé les programmes du module lunaire, en l'occurrence toute la séquence qui gère l'annuissage. Donc il raconte
comment ça s'est passé en fait de l'intérieur pour développer les différentes versions du logiciel, mais aussi sa relation qu'il avait avec la NASA, avec les astronautes carrément, et puis aussi un peu les incidents Apollo 11, Apollo 14, comment il l'a vécu de l'intérieur. La chaîne YouTube de Curious Mark, si vous ne connaissez pas, allez la suivre. Donc c'est quelqu'un qui fait partie du programme de restauration de l'AGC. Donc il y a un programme qui existe pour ça. Donc c'est très très intéressant, qui est souvent accompagné de Ken Shirif, qui dispose d'un blog technique. Il fait du reverse engineering sur justement les machines du programme Apollo, mais pas que. Les processeurs modernes, les ASIC, tout ça, etc. Ce sont deux messieurs très compétents sur ces sujets. Si vous voulez jouer avec l'AGC, vous pouvez jouer avec l'AGC, l'installer sur votre machine et pouvoir tester des phases de vol. Si vous ne voulez pas l'installer, vous pouvez le faire en ligne directement. Vous pouvez aussi aller regarder une partie du code source de l'AGC. Donc là, il y a le code source d'Apollo 11. Il y a plusieurs codes sources de plusieurs missions qui existent. Malheureusement, toutes les missions, tout le code source n'a pas forcément été gardé. Voilà. En tout cas, on a celui d'Apollo 11, si ça vous dit d'aller voir. Vous allez voir, c'est très instructif. Si vous voulez revivre la mission en temps réel, vous avez Apollo in Real Time, qui est un site web, et vous pouvez écouter et voir les vidéos en temps réel, ou faire un avance rapide évidemment. Donc, puisque c'est un programme, je le rappelle, qui est public, et donc la NASA a l'obligation de pouvoir diffuser en temps réel, de garder ses archives, et donc elles ont été mises à disposition. Apollo Flight Journal aussi, un peu dans la même veine, et les images de la NASA qui sont toujours superbes à regarder. Et donc on en a parlé juste avant, regardez ce film, Les Figures de l'ombre, qui est une petite partie du programme Apollo, donc qui explique un petit peu le rôle des calculatrices à l'époque, avec une scène mémorable où tout d'un coup ils reçoivent le premier ordinateur, donc qui va finalement faire disparaître ce métier de calculatrice. Et donc avec un moment où ils se rendent compte que l'ordinateur est tellement gros qu'il ne passe pas par la porte, qu'ils sont obligés d'abattre le mur. Voilà, nous en avons fini. On vous remercie beaucoup pour votre attention. Vous pouvez flasher ce QR code si vous voulez accéder au talk directement. Comme ça, vous pouvez le retrouver et puis vous pourrez le retrouver sur YouTube. Merci beaucoup. Je crois qu'on n'a pas de temps pour les questions. C'est fini, mais vous... Voilà. S'il y a des questions, de toute façon, on est disponible. N'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.